C'est bon pour toi? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Christophe et moi sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des Confistoriens. Un bonjour particulier aux abonnés de notre chaîne YouTube Complément d'Antique. C'est aussi une manière d'inciter à ceux qui ne le sont pas encore à s'abonner. Et un bonjour particulier également aux licences 2 d'histoire de l'Université Bordeaux-Montaigne, auxquelles cette vidéo est d'abord destinée. Alors, vous voyez, je ne suis pas très poli, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis enseignant en lycée mais également à l'université Bordeaux-Montaigne. Et je laisse donc à mon interlocuteur, Christophe, le soin de rappeler qui il est. Donc moi, je suis Christophe et je suis maître de conférence en histoire grecque et en dépit de cette fonction, j'enseigne aussi la sociologie et l'épistémologie des sciences sociales à l'université Bordeaux-Montaigne depuis plusieurs années. Et donc, voilà, on a eu cette idée de dialoguer autour de quelques grands textes de Durkheim, puisque c'est le programme que Jean-Baptiste de France traite cette année dans son semestre de sociologie pour les étudiants d'histoire. Alors, le texte dont nous vous parlons aujourd'hui, c'est le premier chapitre de ce bouquin. Alors, c'est pas l'édition originale, puisqu'il a été publié en 1895 pour la première fois, euh, ou non, pour la deuxième fois d'ailleurs. C'est ça. Puisqu'il a d'abord été publié en 1894, on va y revenir. Donc, ce bouquin, c'est les règles de la méthode sociologique. Et donc, nous nous intéressons au premier chapitre. Qu'est-ce qu'un fait social? Voilà, c'est-à-dire qu'on va peut-être juste dire 2-3 mots avant pour dire où en est Durkheim à ce moment-là. On l'a quitté à sa première leçon, donc Ah, dite leçon d'ouverture en 1887. Alors, avant de dire où en est Durkheim, on va dire où trouver le texte surtout. Oui, Donc, pour les étudiants, vous l'avez sur le bureau virtuel. Vous allez fureter dans les dossiers et vous trouvez donc le texte correspondant à la séance 2. Pour les autres, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, donc vous pouvez le télécharger. Voilà. voilà, sans problème. Et donc, Jean-Baptiste vous a montré une édition, donc moi je vous en montre une deuxième, hein. C'est un texte très très connu, donc il y a plusieurs éditions. Et donc celle-ci, c'est celle classique, donc Chant Flammarion, avec une très belle préface, introduction même, de Laurent Mucchielli, qui est un grand spécialiste de l'histoire des sciences sociales et donc qui apporte un éclairage très très intéressant, très simple à lire, mais qui replace bien ce texte dans son contexte et permet de comprendre un petit peu qui il vise, pourquoi il surgit à ce moment-là. Alors, celle que je vous montrais, que je vous remonte, c'est celle qui est publiée dans la collection Quadrige des presses universitaires de France, avec une préface d'un local, d'ailleurs, d'un sociologue qui a enseigné à Bordeaux avant d'aller à l'EHESS, si mes souvenirs sont bons, François Dubé. Voilà. Donc 1887, donc premier cours en France dédié à sciences sociales. Durkheim à ce moment-là est simplement chargé de cours. Il n'a pas encore soutenu sa thèse, qu'il va soutenir en 1892 et qu'il publiera l'année suivante, en 1893, de la division du travail social. Donc, il a déjà, depuis plusieurs années, planté un petit peu les jalons de cette nouvelle discipline. Et s'il le publie d'abord sous forme d'article dans la revue philosophique en 1894, puis sous forme de livre, Les règles de la méthode sociologique, c'est sans doute parce que c'est un moment où il est important pour lui d'affirmer, euh, certes, l'importance de cette discipline, mais aussi son importance dans l'émergence de cette discipline, puisqu'il y a plusieurs branches, plusieurs individus qui peuvent revendiquer à la même date le rôle de père fondateur, pour faire vite, de cette nouvelle discipline. Donc au moment où il publie des règles de la méthode sociologique, il est un jeune docteur, mais il est déjà très connu. Sa soutenance a été un événement médiatique, comme on dirait aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Il a beaucoup impressionné les membres du jury et les gens qui assistaient à cette soutenance. Et puis il a de toute façon déjà 37 ans, hein, donc il ne faut pas imaginer le système universitaire de l'époque comme le nôtre. Donc ce n'est pas une thèse type Bac plus 8, c'est une thèse un petit peu déjà demi-parcours, si on veut, quelque chose qui enregistre véritablement un parcours déjà fait de recherche, plus qu'une entrée dans la recherche. Donc, Durkheim est en poste à Bordeaux, il a déjà publié de la division du travail social, et surtout, tout en écrivant les règles de la méthode sociologique, il travaille à la mise en œuvre de cette méthode, puisqu'il est en train d'écrire le suicide, je crois.
Exactement, qui hein, sera c'est-à-dire enfin, l'un de ses maîtres ouvrages, pardon, je l'explique aux étudiants et puis à nos spectateurs, et qui consiste en l'application du geste qu'il formule dans les règles de la méthode sociologique. oui, oui, exactement. C'est-à-dire que, il ne faut pas avoir l'idée que d'abord il aurait comme ça énoncé une méthode un peu générale et puis après, travaillé sur un cas pratique. En fait, il fait les 2 en même temps, hein. Mais il y a manifestement pour lui, une nécessité à prendre position rapidement, sur ce qu'est la sociologie ou plus exactement sur ce qu'elle doit être. Oui, oui, ne serait-ce que pour poursuivre, le projet qu'il avait inauguré avec sa leçon d'ouverture, donc que nous avons commenté dans une vidéo précédente, faire de la sociologie une science, et établir des lois de la vie sociale comme, il existe des lois de la nature, en somme. Exactement, hein, c'est-à-dire on va retrouver, enfin c'est la même problématique au fond que dans la leçon d'ouverture. Il doit démontrer l'existence de cette science et c'est l'objet de ce premier chapitre, que de démontrer que cette science existe, c'est-à-dire qu'elle a un objet pertinent qui lui appartient en propre, qui ne peut pas être confondu avec les objets d'autres sciences déjà existantes. Voilà, et en somme, que la sociologie est donc bien une science et n'est pas simplement une espèce de posture philosophique, de point de vue. C'est exactement cela et c'est un débat que l'on verra dans d'autres vidéos, mais c'est un débat qu'il va avoir ensuite avec les philosophes, hein, qui vont précisément lui reprocher de faire de l'abstraction et non pas de parler d'une réalité qui existerait véritablement. Tout à fait, ce qui est, assez ironique, mais on y reviendra. Donc, peut-être pour présenter ce texte, rappelons que dans la version que l'on peut trouver aujourd'hui, il est doté de 2 préfaces, hein, la préface à la première édition, et puis, une préface écrite en 1901, je crois, Oui. qui est la seconde préface dans laquelle, Durkheim, réinsiste sur un certain nombre de points en raison de la discussion, intense, que, cette publication a suscitée. Voilà, et ces préfaces d'ailleurs, enfin en tout cas la deuxième, on l'évoquera un petit peu plus tard, donc dans une autre vidéo. Bien. Exactement, parce que ça va nous permettre de comprendre avec Durkheim les points qui font polémique ou qui sont lus comme tels, ceux qui, au fond, sont décisifs quant à l'existence de cette nouvelle discipline et qui, donc, doivent être défendus par Durkheim, puisque défendant ces points, il défend également la sociologie et donc l'existence de cette science. Tout à fait. Donc, eh bien, rentrons, un petit peu dans le texte. Heu, alors, d'abord, il faut, rappeler, quel est l'objet, de ce chapitre, même si on l'a fait un petit peu. Puis de toute manière, je dirais que tout est dans le titre. Qu'est-ce qu'un fait social? L'objectif de Durkheim dans ce chapitre, c'est donc, de définir cette, notion de fait social, puisque c'est un préalable à leur étude, et c'est l'occasion, pour lui également de définir la sociologie, puisqu'en définissant son objet d'étude, il va donc définir la sociologie par le même geste. Et il va, ce faisant, essayer de démontrer qu'il existe des faits sociaux irréductibles à d'autres faits. C'est-à-dire on ne peut pas considérer les faits sociaux comme résultant d'autres faits, hein. C'est ça l'idée de réduction. C'est-à-dire dans ces cas-là, on va retrouver une idée qu'on a déjà vue dans la leçon d'ouverture. Ça veut dire que les faits sociaux ne peuvent pas être étudiés, par exemple, comme des faits individuels, les produits de conscience individuelle. C'est là-dessus qu'il va énormément insister, hein, puisque c'est l'élément indispensable à l'existence d'une science. Si les faits sociaux peuvent être réduits à d'autres faits, alors il n'y a pas besoin d'une science pour étudier les faits sociaux. Il suffit, par exemple, de faire de la psychologie et d'étudier les comportements individuels. Tout à fait. Alors il réprouve ce réductionnisme particulièrement dans les derniers paragraphes, de l'ouvrage, même si, c'est un fil rouge en réalité tout au long du chapitre. Mais, il part, Durkheim, en essayant de définir les faits sociaux, de la manière dont, la notion de faits sociaux, enfin en tout cas l'expression faits sociaux est utilisée dans le langage courant, et il fustige, heu on va dire, une acception trop large de la notion. C'est-à-dire que, bah, il écrit, tiens d'ailleurs j'en avais surligné une citation: «On l'emploie couramment, donc cette expression de faits sociaux, pour désigner à peu près tous les phénomènes qui se passent à l'intérieur de la société, pour peu qu'ils présentent, avec une certaine généralité, quelque intérêt social».
Et alors lui, justement, son travail dans ce chapitre, ça va être de restreindre et d'essayer de définir précisément ce que lui entend, et la sociologie par là, comme un fait social et comme des faits sociaux. Exactement, hein, on retrouve, bon, c'est une idée qui est assez, comment dirais-je, consécutive au rationalisme de Durkheim, c'est-à-dire qu'au fond, pour lui, une science, c'est un objet et une méthode pour étudier le dit objet. Donc il commence, puisque c'est le préalable, par démontrer ou essayer de démontrer qu'il y a bien un objet propre qui s'appelle les faits sociaux, et raison pour laquelle il va les circonscrire pour éviter ce que tu viens de dire, que finalement tout serait social, et si tout est social, alors il n'y a plus de faits sociaux, puisque cette généralisation excessive finit par dissoudre l'idée même de fait social. Si tout est fait social, alors il Et n'y en a évidemment, plus. donc il n'y a pas de sociologie non plus, de facto. Exactement. Donc, partant de cette critique de l'expression faits sociaux dans le langage courant, Émile Durkheim, ensuite, il va définir les faits sociaux positivement, mais toujours en partant du réel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est si agréable à lire. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que Émile Durkheim, il construit vraiment ses démonstrations comme un prof. Alors, il le fait progressivement en partant de lui-même en tant que citoyen, père de famille, frère, etc., etc. Partant de sa situation, il construit donc cette définition positive donc des faits sociaux. Oui, c'est ce qui est très frappant d'ailleurs dans cet ouvrage, c'est qu'il y a quasiment pas de notes en bas de page, très peu d'auteurs cités, hein, il y en a une vingtaine, et la plupart ne sont cités qu'une fois. Et seuls Auguste Comte et Herbert Spencer sont véritablement cités. Je crois Spencer c'est 20 fois et Tout à fait. Auguste Comte 18 fois. Donc en fait c'est très peu, et c'est vrai qu'il y a manifestement un souci de clarté. Il ne faut pas en déduire que c'est un essai ou un pamphlet, hein, mais il privilégie la clarté et ne cherche pas nécessairement toujours montrer de quoi il parle, ou plus exactement, pourquoi il se sent obligé d'apporter telle ou telle précision. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont transparentes, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, le titre, qui est évidemment une allusion à Descartes, hein, au cartésianisme, donc avec le discours sur la méthode. Hein, donc, ce n'est pas un hasard si l'agrégé de philosophie Durkheim reprend un titre qui fait comme ça allusion à Descartes. Il y a donc là un projet philosophique, hein, qui est à l'origine de la création de la sociologie, et donc de la mise en évidence de l'existence de faits sociaux. Oui, tout à fait. Alors, dans mes souvenirs, il parle également un petit peu, au-delà de Spencer et de Comte, de Hobbes et de Rousseau, mais c'est pas directement dans le chapitre qui nous intéresse, puisque dans le chapitre qui nous intéresse, il ne répond qu'à Spencer, et dans un contexte assez particulier. En plus, c'est celui de l'éducation des enfants, hein, si mes souvenirs sont bons. Exactement. D'ailleurs, ce faisant, il s'en prend à Spencer, mais aussi à Rousseau, parce que le naturalisme de Spencer est directement issu de l'Émile de Rousseau. Mais en l'occurrence, pour Durkheim, c'est plus important de s'en prendre à Spencer ici, alors qu'il aurait tout autant pu citer Rousseau. Le- Donc, le- après ce que tu viens de dire, donc dans du texte, donc, il arrive à une forme de première définition, hein, c'est page 4, hein, dans le fichier qui est associé à cette vidéo, hein. Il dit donc voilà donc des manières d'agir, de penser et de sentir qui présentent cette remarquable propriété qu'elles existent en dehors des consciences individuelles. Donc on comprend bien le problème qui est posé pour lui, c'est que puisqu'il veut démontrer que les faits sociaux ne sont pas réductibles à des faits individuels, il doit faire apparaître des manières d'agir, de penser, de sentir, des manières mises en œuvre par des êtres humains qui ne peuvent pas être traduites en manifestation de conscience individuelle. C'est donc c'est très important pour lui, hein, de cette extériorité des faits sociaux par rapport aux faits individuels. Voilà, et ça, c'est son premier critère de définition des faits sociaux. Le fait social, c'est ce qui existe avant l'individu. Et donc, rapporté à l'individu lui-même, c'est ce que l'individu trouve, enfin qui existe avant lui en naissant et qu'il trouve en naissant, et qu'on va lui transmettre par l'éducation. Donc le fait social, c'est ce qui est déjà là, en somme. Exactement. Et donc c'est parce que c'est extérieur que ça peut être déjà là. Sinon, il faudrait qu'il y ait des êtres humains qui les mettent en œuvre. Alors vous voyez tout le paradoxe, parce que on sait qu'il ne peut pas y avoir de faits sociaux sans êtres humains qui les réalisent, hein. Mais malgré tout,
le fait social est extérieur. Et c'est ça qu'il essaye de faire comprendre. Et on voit pourquoi ça peut apparaître pour ceux et celles qui résistent à la sociologie comme une abstraction, puisque c'est très étrange, a priori, d'envisager l'existence de manières d'agir extérieures aux individus qui agissent. Et pourtant, c'est ce qu'il va essayer de montrer. Absolument. Alors, donnons quand même quelques exemples, puisque lui en donne. Alors, il parle à ce moment-là, des faits religieux, il parle de la monnaie, il parle, du langage également. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des faits sociaux. En cela que ça préexiste à l'individu et mais ça, il le dit un petit peu plus tard, la manière dont les individus, s'approprient ces faits sociaux n'épuise pas le fait social lui-même. Exactement. Et la question de la langue est un très bon exemple, puisque c'est un exemple classique, parce que la langue, personne ne la connaît. C'est pour ça que on a là comme ça une sorte de démonstration logique de l'existence d'un fait social avec la langue, puisque nous ne connaissons pas, même les meilleurs et meilleurs d'entre nous, toutes les règles de grammaire, etc. Donc il y a quelque chose d'inépuisable dans la langue. Nous ne pouvons pas la maîtriser dans sa totalité. Nous ne connaissons pas, personne, aucun individu ne connaît tous les mots de vocabulaire qui existent dans le lexique, tous les usages, etc. Donc on a bien là l'idée que c'est autre chose, et cette autre chose, c'est un fait social, et donc effectivement, même si ce sont les individus qui parlent, le langage est autre chose que les individus qui parlent. Parce que même quand je n'utilise pas tous les mots du vocabulaire français, ils existent malgré tout. Et si ce n'est pas moi qui les utilise, ce sera peut-être Jean-Baptiste ou quelqu'un d'autre. Et même si personne ne les utilise pendant 10 ans, eh ben, voilà, ils existent quand même. On a donc par cet exemple une idée de ce que veut dire l'extériorité du fait social par rapport aux consciences individuelles. Et d'ailleurs, cette question de l'extériorité du fait social par rapport aux consciences individuelles permet justement, là on le voit, de définir la sociologie, en tout cas, eu égard à la psychologie. Puisque la psychologie, c'est ce qui est propre à l'individu, qui est épuisé par l'individu, en quelque sorte, alors que la sociologie s'intéresse justement à ce que l'individu, certes, intègre en partie, mais ce qui finalement existe aussi en dehors de lui, à ce qui lui est extérieur. C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit là tout le mécanisme propre à l'émergence d'une discipline. Pour en démontrer la nécessité, il faut démontrer que les autres disciplines scientifiques existantes déjà ne parviennent pas à étudier ce que je veux étudier. Et c'est exactement donc la psychologie qui très souvent est opposée à la sociologie, hein, et le recours à la psychologie cache finalement l'invocation du libre arbitre, de la volonté humaine, etc., etc., hein, contre quoi la sociologie se bat, hein, en Ouais. particulier là, puisqu'il faut démontrer qu'elle est nécessaire. Voilà, ça voilà, j'étais en train de rechercher la référence, c'est page 5, hein, puisqu'il distingue les faits sociaux de ce qu'il appelle les phénomènes psychiques, les phénomènes psychiques étant l'apanage de la psychologie. Voilà, exactement, hein, donc Durkheim n'a pas la volonté d'effacer toutes les autres disciplines au nom de la supériorité de la sociologie, il veut Il délimite, définir le territoire. tout à fait. Donc, premier critère de définition des faits sociaux selon Durkheim, l'extériorité aux individus. Bon, deuxième critère, il se dessine toujours sur cette page 4 donc, du fichier qu'on a mis à votre disposition. Alors, moi, je mobilise une autre citation, voilà, c'est un peu plus loin. Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l'individu, mais ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle ils s'imposent à lui, qu'il le veuille ou non. Donc, deuxième critère de définition du fait social selon Durkheim, la coercition, la contrainte. Et oui, parce que s'ils sont extérieurs, on peut toujours envisager le choix. Je choisis finalement de faire ça ou de faire ci, ce qui permettrait de faire revenir la volonté humaine et qui donc retirerait au fond l'extériorité, hein, hein, puisqu'il serait intériorisé, mais pas intériorisé de manière passive, mais intériorisé parce que je le veux bien, parce que je l'ai bien accepté. Raison pour laquelle il faut rajouter à l'extériorité la contrainte, parce que la contrainte permet de tenir à distance la volonté humaine, le choix rationnel. Donc, pour Durkheim, un fait social ne résulte pas d'un choix rationnel, ni parce qu'un individu aurait envisagé tous les possibles avant de prendre une décision, ni parce qu'un certain nombre de possibilités extérieures seraient là et cet individu n'aurait eu qu'à en choisir une.
hein. Donc, la contrainte est extrêmement importante à ce moment-là de la naissance, de l'émergence de la sociologie. On verra plus tard que, en raison de l'évolution que la pensée durkheimienne subit, la notion de contrainte va être d'abord complétée et puis elle va un peu perdre de sa force, si j'ose dire. Mais à ce moment-là, c'est très très important pour lui d'insister sur la contrainte. Mais c'est d'autant plus important pour lui que la contrainte permet, de faire apparaître le fait social. Puisque c'est, lorsqu'on essaye d'échapper à cette contrainte que, le caractère social, d'un fait se rappelle à nous. C'est ce qu'il explique. Puisque, quand on essaye d'aller contre, on est, sanctionné, rappelé à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Exactement, hein. C'est d'ailleurs un texte très, très intéressant parce qu'il est très, comment dirais-je, très proche de ce que des sociologies plus récentes ont pu expliquer avec l'habitus en particulier, puisque c'est exactement la même idée ici qu'on a, et le rappel à l'ordre, hein, comme tu viens de le dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne se paye pas de mots, Durkheim. Il ne se contente pas de dire, ben voilà, c'est contrainte, etc. Il essaye de comprendre les mécanismes qui permettent de rendre efficace cette contrainte. Et donc, effectivement, le rappel à l'ordre qu'il décrit avec des exemples Mmh. est tout à fait significatif hein, de ce que c'est que la contrainte. C'est-à-dire que même si je connais l'existence d'un fait social et que donc je peux comprendre qu'il m'est extérieur, que je ne l'ai pas choisi, à partir de ce moment-là, on pourrait dire, bah, puisque maintenant je le sais, je peux choisir de ne pas appliquer. Donc, vous voyez, c'est encore la volonté humaine qui revient. Et Et ce que dit Durkheim, c'est qu'il y a des mécanismes sociaux, donc de rappel à l'ordre, qui font que, par exemple, si je décide de me balader tout nu dans la rue en disant, après tout, les vêtements, c'est un fait social, j'ai pas choisi d'avoir une chemise comme si, un t-shirt dessous, des lunettes, d'être coiffé, etc., je m'en fous. Et ben, en réalité, c'est ce qui paraît être une possibilité donc liée à la liberté de la conscience individuelle se fracasse devant la société qui rend cette manifestation de la liberté individuelle impossible. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, Durkheim, il échappe à la logique de la dissertation philosophique autour du libre arbitre. Mais si je veux, hein, je peux décider. Et ce qu'il dit, bah non, justement, ce n'est pas, c'est pas si simple. C'est pas comme ça. alors, sans même aller jusqu'à vous balader tout nu, essayez donc de vous balader sans masque avant. Très bon exemple, hein, le masque, puisqu'on on ne sait plus exactement s'il est interdit, autorisé, ou précisément, etc. Mais on a une petite idée avec ce très bon exemple de ce que peut être une contrainte sociale, hein, à travers les regards, voire parfois les paroles qui sont échangées si quelqu'un se promène sans masque, que ce soit autorisé ou non, hein. Donc effectivement, le masque est un très bon exemple de ce que peut être une contrainte sociale un peu intériorisée. Tout à fait. Et remarquons que, là, Émile Durkheim, place, les faits sociaux sur, le même plan que les faits naturels. Parce qu'au même titre qu'on ne peut pas échapper, aux faits naturels, on n'échappe pas aux faits sociaux. Exactement. Et donc, vous voyez, on a page 5 la définition qui s'enrichit hein, lorsqu'il dit voici donc un ordre de faits qui présente des caractères très spéciaux. Donc, il reprend l'extériorité. Il consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Alors c'est quand même assez drôle parce que, avec Christophe, on ne travaille pas sur les textes ensemble, on en discute là, ensemble, mais on ne les prépare pas ensemble et on surligne exactement, les mêmes expressions, je me rends compte et bon, revenons-en au texte de Durkheim. Elle est quand même très chouette cette formule et la manière de d'écrire de Durkheim est très chouette. Là encore, j'ouvre une parenthèse parce que vous voyez ce que fait Durkheim, il énonce un premier élément, à même de définir le fait social, l'extériorité. Il en amène un deuxième, la coercition. Il résume. Et ensuite, il va en amener un troisième, mais avant cela, Émile Durkheim ébauche non pas absolument une typologie des faits sociaux, mais il en distingue quand même une catégorie particulière qu'il appelle les courants sociaux. Et alors les courants sociaux, c'est quelque chose d'assez génial, et c'est là qu'on voit que la sociologie opère un vrai effet de dévoilement, ou en tout cas permet de mettre des mots sur des choses que l'on ressent. C'est ce que je trouve si chouette dans cette discipline, puisque les courants sociaux, ben, on l'a tous, enfin on les a tous déjà ressentis.
Puisqu'il s'agit de faits sociaux, Durkheim nous dit, sans organisation définie, à la différence des croyances ou des pratiques constituées que sont par exemple les faits religieux. Et par cette expression de courants sociaux, il définit ces grands mouvements d'indignation, d'enthousiasme, de pitié que l'on éprouve par exemple au sein d'une assemblée. Alors, sans même parler d'assemblée, pour celles et ceux des étudiants qui ont déjà foutu les pieds dans un stade, ou même plus couramment dans une salle de classe d'ailleurs, hein. On l'a tous déjà ressenti, c'est ce courant qui nous traverse et qui nous pousse parfois à adopter des comportements qui ne sont pas les nôtres d'habitude, et qui parfois nous font même oublier notre propre individualité. D'ailleurs, Durkheim le dit, ça. Oui, puis ici, il est probable qu'il vise aussi un peu Gabriel Tarde et les lois de l'imitation. Hein, Gabriel Tarde, c'est un adversaire d'Émile Durkheim. Et ils vont avoir une discussion nourrie. D'ailleurs, le livre s'inscrit dans cette discussion avec Gabriel Tarde. Et donc, Tarde a écrit un livre sur les lois de l'imitation. Et pour lui, en fait, le fait social, c'est-à-dire le fait qu'il existe des régularités, que des gens font la même chose, s'expliquerait par une imitation, c'est-à-dire quelqu'un ou un petit groupe de gens proposerait des nouveaux comportements qui seraient adoptés par imitation. Et ici, l'idée de contrainte permet à Durkheim de dire qu'en réalité, il n'y a pas imitation, au sens où on revient à l'idée de volonté. Quelqu'un aurait volontairement choisi, ou alors même sans volonté, parce qu'il ou elle suit bêtement ce que d'autres ont fait. Et en fait, Durkheim réintroduit l'idée de contrainte pour dire que c'est de la contrainte. Et donc, il ne s'agit pas d'un choix délibéré, mais c'est une manifestation de plus, hein, de la réalité du social, sous cette forme de contrainte extérieure. Et c'est en cela que ces courants sociaux sont des faits sociaux, puisqu'ils restent quand même extérieurs à l'individu et ils vont s'imposer à l'individu. Exactement. Et il va donc ensuite, après avoir pris cet exemple, donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est la même idée, c'est de rendre concrète l'extériorité, hein, et donc de fragiliser la thèse du libre arbitre, hein, de l'individu rationnel choisissant lui-même ses comportements. Donc il va ensuite accorder l'attention à un mécanisme très important qui va lui permettre de renforcer encore l'idée de cette contrainte du fait social, c'est l'éducation des enfants. Tout à fait. En fait, ce qu'il propose, c'est d'observer le réel pour éprouver sa définition des faits sociaux. Et on le voit alors c'est résumé en une citation, alors on est à la page 7, voilà. Quand on regarde les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, il saute aux yeux que toute éducation consiste en un effort continu pour imposer à l'enfant des manières de voir, de sentir et d'agir auxquelles il ne serait pas spontanément arrivé. Exactement, c'est quelque chose de très important parce que quand on prend cette considération au sérieux, bien entendu, ça ouvre toute une série de réflexions sur l'éducation, hein, et sur la sociologie de l'éducation. Qu'il Euh, entame en répondant à Spencer. Exactement, hein, et je trouve qu'aujourd'hui encore, il y a une grande pertinence à se rappeler ce qu'écrit ici Durkheim, hein, refusant de réduire l'éducation à un choix, que ce soit le choix des parents, le choix des enseignants et des enseignantes ou le choix des enfants. En réalité, le fait social, c'est ce fait qui s'impose de manière extérieure comme une contrainte aux individus. Donc tous les participants à une relation pédagogique, donc les élèves, les enseignants, enseignantes et les parents, sont pris dans un fait social et donc ils ne peuvent pas y échapper. C'est ce que dit Durkheim. On Ah, mais choisit l'éducation. pardon, excuse-moi. Vas-y, non, 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 on ne Non, non, mais choisit pas l'éducation qu'on veut, ça n'a pas de sens. tout à fait. Mais c'est très clair, hein, Durkheim, il l'écrit. Cette pression de tous les instants que l'enfant subit, alors on est toujours à la page 8, hein, c'est la pression même du milieu social qui tente à le façonner à son image et dont les parents et les maîtres, c'est là qu'il les aborde, ne sont que les représentants et les intermédiaires. Exactement. Donc ça veut dire que on arrive maintenant à l'idée, vous voyez, que de cette extériorité qu'il va falloir un peu préciser, hein, pour éviter de la laisser dans une forme de nébuleuse. Vous voyez, on ne sait pas très bien si ça existe vraiment, hein, ce qu'on lui reprochera, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et c'est là où il va réinsister, toujours page 8, hein, sur le fait que ce qui l'intéresse, ce sont les croyances, les tendances, les pratiques du groupe pris collectivement. Quant aux formes que revêtent les états collectifs en se réfractant chez les individus,
ce sont choses d'une autre espèce. Donc, il ne s'agit pas de regarder tel ou tel comportement individuel pour trouver le fait social. Il faut prendre le fait social pour ce qu'il est, c'est-à-dire collectivement, comme un fait du groupe, et non pas comme des faits individuels agrégés. Voilà. Et c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut distinguer les faits sociaux de leur incarnation chez l'individu. C'est ça, exactement. Ah, donc on retrouve toujours ce qui peut nous apparaître comme paradoxal, hein, l'idée que ce sont les gens qui agissent, mais pourtant le fait social n'est pas fait par les gens et donc il faut le dissocier, hein, sinon on reviendrait sur la volonté humaine, la psychologie, etc., hein. Donc on voit ce souci de Durkheim d'insister là-dessus. Tout à fait. Et pour opérer cette distinction, il recourt à un outil technique, puisque c'est comme ça qu'il introduit la statistique, qui doit permettre de séparer le fait social d'une part, de ses répercussions individuelles d'autre part, et d'observer le fait social, comme il le dit, à l'état de pureté. Exactement, hein, c'est ce que plus tard fera remarquer Maurice Alvax dans les années 30, le grand sociologue, donc l'un des héritiers de Durkheim, le plus durkheimien sans doute des héritiers de Durkheim, lorsqu'il dira que le paradoxe, c'est que le fait social s'observe au moment où j'en démontre l'existence. C'est-à-dire c'est la statistique qui me permet de voir le fait social et en même temps de commencer à pouvoir l'expliquer, hein. Donc pour Durkheim, la statistique, c'est ce qui permet de détacher le fait social des faits individuels. Voilà, et il l'explique très clairement, page 10, c'est là qu'on voit ou qu'on se doute qu'il est en train d'écrire le suicide, puisqu'il parle du mariage, il parle des naissances, il parle du suicide. Il dit que ces faits sociaux prennent des formes individuelles, évidemment, mais en recourant à la statistique, il parvient à montrer que s'exprime un. Alors lui, il parle d'un certain état d'âme collective. Voilà, hein, on voit bien qu'il a encore des difficultés à stabiliser le vocabulaire qu'il veut utiliser. Alors on voit bien où est le problème, c'est-à-dire que Mmh. si les faits sociaux ne sont pas des faits individuels, ça veut dire qu'ils sont d'une autre nature. Or, très souvent, le vocabulaire que nous utilisons est directement emprunté à la psychologie, état d'âme, conscience, conscience collective. Donc on peut faire, sans s'en rendre compte, du social, du monde social, du fait social, quelque chose qui est de même nature qu'un fait individuel, mais en plus grand, en plus massif. Or, tout le problème de Durkheim est de ne jamais tomber dans ce piège, puisqu'on retrouverait le réductionnisme, puisque de fait, ça veut dire qu'on pourrait utiliser les mêmes outils conceptuels pour penser la société que pour penser les individus. Et c'est bien cela qu'il s'agit d'éviter. Tout à fait. Mais tu crois, alors c'est peut-être une question entre nous, tu crois qu'il le fait parce que le vocabulaire n'est pas stabilisé ou parce qu'il est dans une logique argumentative qui fait qu'il s'adapte aussi à ce que les gens connaissent? Puisque la sociologie, pour le coup, n'est pas encore stabilisée puisque c'est l'objet du bouquin. Peut-être les deux, mais disons que je ne suis pas sûr qu'encore à cette époque-là, cette question ait trouvé chez lui une véritable réponse, hein. C'est quelques années plus Mmh. tard, en particulier dans représentation individuelle et représentation collective, qu'il va abandonner quasiment définitivement la notion de conscience collective en la remplaçant par représentation collective, expression qui justement l'éloigne d'une forme de psychologisation du sujet collectif, quoi. Avant qu'on passe à cette, définition, très synthétique du fait social qu'il propose en page 11, je regrette quand même qu'on ait passé, si vite, les phrases qu'il consacre à l'éducation parce que vraiment dans ce passage, on se rend compte, lorsqu'il évoque le rôle des maîtres, le rôle des parents, on se rend compte à quel point la sociologie fait du bien parce que ça permet aussi de relativiser l'influence qu'on a en tant qu'enseignant. Alors, nous deux, l'influence que peut-être vous qui avez des enfants avez, et ça nous remet en quelque sorte à notre juste place et ça nous rappelle que tout ne dépend pas de nous. Et d'ailleurs, Durkheim le dit, alors je ne sais plus exactement sur quelle page c'est. Alors, c'est intéressant de voir à quel point on a finalement assez peu évolué parce qu'on lui fait à lui le reproche au début du XXe siècle que l'on fait toujours à la sociologie, euh, soit de remettre en question l'idée selon laquelle l'individu est absolument maître de ses actions et ce au dernier degré. Oui, 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 exactement. Et ça fait partie des éléments qui sont très souvent discutés, hein, de la sociologie, mais alors la responsabilité individuelle. Parce que Tout si à on fait. applique
ce raisonnement à tous les faits sociaux, eh ben, les crimes aussi sont des faits sociaux. C'est l'objet d'ailleurs d'un chapitre des règles de la méthode sociologique. Et alors, il n'y a plus de responsabilité individuelle, ce qui est évidemment Intolérable. intolérable ou qui Enfin, pose question si on réfléchit par exemple au système judiciaire. Vous voyez, hein, c'est là où, alors on n'en parlera pas, mais c'est là où une méconnaissance ou une volonté de mal agir et de mal dire au sujet de la sociologie a pu faire parler d'excuses sociologiques, la sociologie de est une excuse. culture de l'excuse, oui, oui. Voilà, la culture de l'excuse, la Ah oui. sociologie n'excuse pas, elle décrit, elle explique, mais elle n'est pas, c'est pas un tribunal, donc il ne s'agit pas, c'est une autre logique. Mais c'est important quand même de se rappeler hein, que effectivement la sociologie pose la question de la responsabilité individuelle et la met en question, hein, Mm, mm. la passe vraiment à la critique au sens Alors, philosophique. Alors, c'est moi qui ai déplacé la discussion, mais pour ne pas s'éterniser sur ce point qui est incroyablement intéressant, mais que nous aborderons un petit peu plus tard et dans une autre vidéo, si la question du libre arbitre, du rapport de la sociologie à l'explication et à l'excuse, allez lire Bernard Lahire, hein, son petit bouquin pour la sociologie et pour en finir avec une culture de l'excuse, parce que ce sont justement ces thématiques-là qu'il aborde. Voilà, et si un mec dans un hémicycle vous dit que, expliquer c'est déjà excuser, ne le croyez pas. Voilà. Donc, Voilà. on referme la parenthèse et donc on en revient à cette définition du fait social que Durkheim synthétise, page 11. Et donc il reprend tous les arguments qu'il a énoncés plus haut et il essaye donc de définir ce qu'il appelle le domaine de la sociologie. Et donc il résume ce que nous avons évoqué et il explique que le fait social se reconnaît donc à son pouvoir de coercition, à sa diffusion au sein d'un groupe alors même qu'il existe en dehors des consciences individuelles. Et ensuite, ça c'est entre les pages 13 et 15, il approfondit ce que j'avais appelé moi une espèce d'ébauche de typologie des faits sociaux en distinguant cette fois ce qu'il appelle des faits morphologiques et qu'il va assimiler au substrat de la vie collective. C'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui va échouer, hein, on le verra dans d'autres vidéos. Vraiment, la sociologie durkheimienne, elle a percuté toutes les disciplines existantes et toutes les disciplines existantes ont été obligées de prendre position plus ou moins par rapport à la sociologie durkheimienne. Donc en 1914, vraiment, on peut dire que la sociologie durkheimienne a remporté un immense succès parce que toutes les disciplines, non seulement sont confrontées à elle, et ont pris des positions qui allaient plutôt dans le sens de la sociologie durkheimienne. C'est particulièrement édifiant lorsque on s'intéresse à la géographie, hein, où la distance qu'il y a entre le Vidal de la Blache 1903, très hostile à la sociologie, et le Vidal de la Blache 1910, disant ils ont gagné, nous on est juste là pour décrire les paysages. Je caricature, mais c'est pas si loin. Et puis c'est à eux quoi d'expliquer la société. Donc dissociant le lien entre territoire et société montre à quel point la sociologie durkheimienne a remporté un immense succès intellectuel en 1914. Hein, donc on n'aura sans doute pas le temps de se demander mais pourquoi après un tel succès on a l'impression que c'est une défaite plutôt hein, qui se déploie dans l'entre-deux-guerres. Mais c'est un vrai succès. Alors effectivement, la question de la géographie et donc de la morphologie, hein, c'est un élément qui n'a pas eu beaucoup de postérité, mais que les Durkheimiens, Émile Durkheim le premier, vont essayer d'imposer. Hein. C'est-à-dire qu'à la place de la géographie, il a proposé d'étudier la morphologie sociale, hein. C'est ça. C'est-à-dire tout ce qui donne une certaine matérialité au social. Mais vous voyez que ce n'est pas que le territoire, en quelque sorte, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, mais qui, évidemment, a pour lui un effet, par exemple, la densité de la population, etc., donc des éléments de cette nature, qui ont un effet sur le type de faits sociaux qu'on va rencontrer dans un monde social donné. Mais on y consacrera une vidéo à ce rapport qu'entretient la sociologie avec la géographie, particulièrement en 1903. Euh, et on s'intéressera également aux relations qu'entretient la sociologie avec l'histoire, également en 1903, parce que 1903 c'est une année très chargée pour Durkheim, pour les sociologues, mais on en reparlera de tout ça.
Et donc, eh bien, on en arrive à la fin de cette brève évocation du texte, puisque page 14, Durkheim propose une définition d'ensemble des faits sociaux, reprenant donc les traits saillants de l'argumentaire. Et donc, il écrit: notre définition comprendra donc tout le défini si nous disons effet social, toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou bien encore qui est général dans l'étendue d'une société donnée, tout en ayant une existence propre, indépendante des manifestations individuelles. Et donc, vous voyez comment ce chapitre est une vraie démonstration, puisque c'est progressivement qu'il élabore une définition, hein, et qui lui permet donc de prouver, c'était l'objet de ce premier chapitre, l'existence de faits sociaux comme étant des faits irréductibles aux faits individuels pour l'essentiel, puisque c'est quand même à ça qu'il s'attache, et dans une moindre mesure à la géographie au sol, hein. C'est quelque chose que l'on n'a pas dit, mais qui est très important parce que c'est un élément qui fait de la sociologie une arme de guerre intellectuelle contre toutes les formes de racisme qui ont cours à l'époque, hein, puisque si le social est extérieur aux individus, alors il ne peut pas être réduit à des races biologiques, donc aucun fait biologique ne peut expliquer un fait social, donc ça c'est en une ligne, le racisme a disparu, et toute forme aussi comment dirais-je, d'association entre une société et un territoire, puisqu'on parle de morphologie sociale, il dit bien sûr ça a une importance, mais c'est certainement pas la géographie qui explique que telle société est ainsi, etc., puisque des sociétés différentes, il y en a partout. Et donc là, on revoit le côté assez universaliste de la sociologie, ce qui n'est pas négligeable dans un temps qui commence à connaître l'affaire Dreyfus, même si elle éclate en 1898, elle a déjà commencé, hein, en 1893, et on le sait peut-être, mais Durkheim a été un militant, hein, Un Dreyfusard, oui, avec Jaurès quand il était à l'école normale supérieure. et il a adhéré à la Ligue des droits de l'homme. Enfin, c'est vraiment un militant des droits de l'homme. Et on voit, parce qu'on vient de dire qu'il n'y a pas de, c'est pas deux activités séparées, hein. On voit comment cette science-là, dans ses fondements durkheimiens, est une science universaliste, donc qui permet de combattre toutes les formes de racisme, de domination, etc., puisqu'elles ne sont pas reconduites à des volontés humaines, mais à un système, à une société. Ouais, et on voit bien que, mais on l'avait perçu et on l'avait dit d'ailleurs, dans cette leçon d'ouverture que l'on évoquait donc, dans une autre vidéo, que, Durkheim est profondément, loin d'être un homme d'abstraction, est profondément un homme de son temps. Il s'adresse à ses contemporains, part du réel pour le discuter et procède comme ça par aller-retour. Donc, Durkheim n'est pas hors sol, loin de là. Et qu'il nous est enfin, qu'il nous est utile, on pourrait peut-être le dire d'un mot à titre de conclusion, qu'il nous est utile aussi pour penser notre propre monde social. Exactement, hein, puisque c'est l'ambition, hein, en ne s'intéressant qu'à Durkheim, plutôt que de faire un catalogue de sociologies différentes, etc., avec des écoles, bon, qu'on peut faire aussi, hein. Nous, on a plutôt choisi de prendre l'auteur fondateur de la sociologie française, parce qu'on essaye d'identifier le geste sociologique au moment même de son élaboration, de façon à faire comprendre ce qu'est vraiment la sociologie, plutôt que de la réduire à des effets d'école, etc., qui souvent obscurcissent le projet intellectuel, philosophique, intellectuel, qui est à l'origine de la sociologie. Et c'est en se concentrant là-dessus que nous espérons faire comprendre l'intérêt de cette discipline, y compris aujourd'hui, alors que c'est une discipline née dans son temps, comme tu viens fort justement de le rappeler. Voilà, et là, vous avez entre les mains un magnifique outil d'autodéfense intellectuelle, face à ce que, Durkheim appelle, mais ça pourrait encore s'appliquer aujourd'hui, les, zélés partisans d'un individualisme absolu. Exactement, c'est une bonne conclusion. Je crois, oui. Eh bien, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et aux étudiants de licence 2, je vous dis, et peut-être nous vous disons, à la prochaine séance. Salut!